J'entre dans ma chambre et me fige. Mon cœur s'arrête une seconde, puis repart dans un rythme frénétique et douloureux. Gisèle se tient devant mon grand miroir, sa silhouette élancée, drapée dans un satin ivoire qui capte la lumière de l'après-midi filtrant par la fenêtre. Ma robe pour la réception du mariage, celle que j'ai mis 3 mois à trouver, celle qui a fait s'illuminer les yeux de Jacques quand je lui ai montré le croquis du Créateur. Les boucles d'oreilles en diamant de ma grand-mère pendent à ses oreilles, captant une lumière prismatique à chaque léger mouvement de sa tête. Les bijoux de famille qui m'étaient destinés, ceux que Mamine Rose m'avait promis pour le jour de mon mariage. Gisèle incline la tête, admirant son reflet, complètement inconsciente de ma présence. Le satin ivoire cascade sur ses épaules, comme s'il avait été fait pour elle, parce qu'il a été fait pour moi. Qu'est-ce que tu fais avec ma robe de mariée? Ma voix s'élève à peine au-dessus d'un murmure, mais elle porte assez de force pour faire sursauter Gisèle. Au lieu de la culpabilité, son expression s'éclaire. Hélène. Timing parfait. Elle passe ses mains sur le tissu, l'effleurant avec une familiarité qui me glace le sang. De toute façon, elle me va mieux. Maman est d'accord. Ces mots me frappent comme un coup de poing. Derrière moi, une latte de plancher grince. Je me retourne et trouve mes parents qui flottent dans l'encadrement de la porte. Leurs expressions un mélange de malaise et de détermination. Ils savaient. Bien sûr qu'ils savaient. Ma chérie? Maman s'avance, sa voix prenant ce ton conciliant que je ne connais que trop bien. Tu auras la robe principale pour la cérémonie. Tu ne peux pas partager juste cette fois-ci? Papa hoche la tête, agitant la main avec dédain. Ta sœur a toujours été magnifique en blanc. Leurs mots libèrent un flot de souvenirs. Gisèle empruntant mes escarres. Un de créateur pour un rendez-vous, me les rendant éraflés au-delà de toute réparation. Mon sac à main vintage revenant avec des taches de maquillage incrustées dans le cuir. Le pull en cachemire pour lequel j'avais économisé 3 salaires, étiré jusqu'à devenir méconnaissable après son week-end d'escapade. La famille d'abord, je me le répétais à chaque fois, ravalant mes objections, enterrant mon ressentiment. L'hiver dernier me revient en mémoire. La tenue que j'avais soigneusement composée pour la fille du sénateur Dubois, la cliente qui aurait pu propulser ma carrière de styliste dans la stratosphère. Gisèle empruntant l'ensemble, juste pour 1 heure, avant que je ne le livre. La tache de vin rouge s'étalant sur la veste sur mesure comme une blessure. C'est le premier avertissement, m'avait prévenu ma patronne, ses yeux froids de déception professionnelle. Quand j'avais confronté mes parents, leur réponse avait été rapide. Les accidents, ça arrive, c'est ta sœur. Je me redresse maintenant, les épaules en arrière. Quelque chose en moi bascule, comme des plaques tectoniques qui se réalignent après des années de pression. Pas cette fois. Les mots sortent clairs et fermes. Enlève-la. Le silence remplit la pièce, assez épais pour qu'on s'y étouffe. Les lèvres de Gisèle s'entr'ouvrent sous le choc, ses yeux s'écarquillant face à la sensation inhabituelle d'un refus. Tu ne peux pas être sérieuse. Elle rit, mais le son est creux, même à ses propres oreilles. Maman, dis-lui qu'elle est ridicule. Maman s'approche de moi, les mains tendues en signe de supplication. Hélène, ma chérie, ce n'est pas la peine de faire un drame. Gisèle veut juste se sentir spéciale, elle aussi. Enlève-la, je répète, ma voix baissant d'un ton. Maintenant, ou j'annule le mariage. La menace plane dans l'air entre nous. Le visage de papa devient cramoisi, mais quelque chose dans mon expression arrête le reproche qui se formait sur ses lèvres. Très bien, crache Gisèle. Je ne voulais pas de ta stupide robe de toute façon. Ses doigts s'agitent sur la délicate fermeture éclair, ses mouvements délibérément brusques. Je m'avance
et saisis son poignet avant qu'elle ne puisse abîmer le tissu. Les boucles d'oreilles aussi, dis-je doucement. Avec un soin exagéré, elle retire les boucles d'oreilles de ma grand-mère, les laissant tomber dans ma paume avec assez de force pour marquer le coup. Les diamants me brûlent la peau, froid comme la glace. Plus tard, après que Gisèle a quitté ma chambre dans une indignation théâtrale, je suspends la robe dans mon placard. Les regards froids de mes parents me suivent, promettant des conséquences pour cette rébellion. Je passe mes doigts sur le tissu lisse, le cœur battant toujours la chamade. Depuis 27 ans, je me suis effacée. J'ai fait de la place. J'ai maintenu la paix, la bonne fille, la responsable, celle qui comprend. En regardant la robe, ma robe, je fais une promesse silencieuse. Plus jamais. Ils m'ont assez pris. Ce mariage sera le mien, et que Dieu vienne en aide à quiconque essaiera de me voler une autre partie de moi-même. Je me souviens de toutes les fois où cela s'est produit, un catalogue mental de pertes mineures qui, additionnées, formaient une vie de concession. Chaque objet n'était qu'un symptôme. Le véritable vol était celui de mon identité, de mon espace, de mes moments. Le pull en cachemire n'était pas juste un vêtement, c'était la récompense de mois de travail acharné. Les chaussures n'étaient pas juste des chaussures, elles étaient le symbole de mon entrée dans le monde professionnel, un monde que je m'étais construit seule. Et cette robe était une promesse. La promesse d'un jour qui m'appartiendrait entièrement. Mes parents, dans leur aveuglement, ne voyaient que des objets. Ils ne voyaient pas à les heures de travail, les rêves, les espoirs cousus dans chaque fibre. Ils voyaient une fille qui avait assez et une autre qui n'y avait besoin. Ils n'avaient jamais compris que les besoins de Gisèle étaient un puits sans fond et que mes ressources, bien que moins visibles, n'étaient pas infinies. Ce soir-là, le silence à table était une arme. Chaque cliquetis de fourchette contre l'assiette était un reproche. Chaque regard échangé entre ma mère et ma sœur était une conspiration. Je mangeais mon bœuf bourguignon en silence, sentant le poids de leur désapprobation. Mais pour la première fois, ce poids ne m'écrasait pas. Il me renforçait. C'était l'armure que je commençais à me forger, une pièce à la fois, en commençant par une robe en satin ivoire. Et je savais que cette bataille n'était que le début d'une guerre pour récupérer mon propre territoire. Ils pensaient que c'était une crise de nerfs, un caprice de futur marié. Ils ne réalisaient pas que c'était une révolution, une déclaration d'indépendance longuement mûrie. Le lendemain, Jacques laisse tomber son carnet sur notre table basse et se frotte les tempes. « Alors, c'est ça ? On a choisi le gâteau lavande-miel avec un glaçage à la crème au beurre ?» J'acquiesce, m'adossant à notre canapé. Après des semaines de dégustation et de désaccords, nous venons enfin de prendre la dernière grande décision pour le mariage. Jacques attrape ma main, son pouce traçant des cercles sur ma paume. « Encore 3 semaines, Hélène. Juste 3 semaines avant que tu ne sois Madame Hélène Dubois. » La sonnette retentit avant que je puisse répondre. Je vérifie mon téléphone, aucune visite de prévue. Jacques lève un sourcil mais se lève pour aller ouvrir. Les voix de mes parents flottent depuis l'entrée, les questions en rafale de ma mère sur notre nouveau canapé fendant le calme de l'après-midi. Ils n'ont pas appelé, ils n'appellent en jamais. Ils apparaissent simplement, comme des esprits importuns invoqués par l'organisation du mariage. Nous avons apporté le classeur de mariage familial, annonce maman en entrant dans notre salon. Elle serre un classeur en cuir que je n'ai jamais vu auparavant. Papa la suit, ses yeux balayant notre appartement, calculant mentalement ce que nous avons payé pour chaque chose.
Nous avons fait quelques ajustements. Maman continue, étalant le classeur sur notre table basse, recouvrant nos propres notes. Juste de petites retouches pour que tout soit parfait. Jacques croise mon regard en s'asseyant à côté de moi. Ses doigts retrouvent les miens, les serrant doucement. Maman tourne à une page intitulée « Cortège » et pointe une nouvelle annotation que je n'ai jamais vue. Nous avons ajouté Gisèle comme comariée avec une robe blanche assortie et des bijoux coordonnés. Note, prévoir un deuxième bouquet identique. La pièce bascule. Mariée ? Jacques se penche en avant. Ça n'existe pas, une comariée. C'est notre mariage. Maman agite la main avec dédain. C'est une nouvelle tendance. Très européenne. Ce n'est pas une tendance, dis-je, ma voix plus stable que je ne le ressens. Et ça n'arrivera pas. Papa se racle la gorge. Hélène, sois raisonnable. Ta sœur attend ça avec impatience. Attendre quoi avec impatience ? Mon mariage ? Les mots écorchent ma gorge. Partager ce jour spécial ? Corrige maman, son sourire se crispant aux commissures. Après leur départ, avec la promesse de discuter de cela plus en détail, je m'assois devant notre ordinateur portable et consulte mes emails. Quelque chose ne va pas. Je tape « mariage » dans la barre de recherche et je vois apparaître des dizaines d'échanges entre ma mère et le lieu de réception. Des emails où je n'étais pas en copie. Jacques. Ma voix est à peine audible. Tu dois voir ça. Il lit par-dessus mon épaule, son souffle se coupant. Des instructions spéciales pour la coordinatrice du lieu sur la mise en valeur égale des deux sœurs. Des arrangements détaillés pour des opportunités de photos équilibrées. Une demande pour 2 suites nuptiales. Mon téléphone vibre avec une notification. Gisèle m'a identifié dans une publication Instagram. Mon estomac se noue alors que je l'ouvre. Elle se tient là, dans ma robe de réception, maintenant légèrement retouchée, avec la légende. Dernier essayage pour mon look de mariage. Cérémonie des sœurs. 2 fois plus de mariés. Les commentaires affluent, mêlant félicitations confuses et questions. Je ne savais pas que tu étais fiancée aussi. C'est quoi une cérémonie des sœurs? Trop cool que vous vous mariez toutes les deux. Mon téléphone sonne. Tante Catherine de Bordeaux. Hélène, ma chérie. Ta mère vient de me parler de cette cérémonie des sœurs un peu inhabituelle. C'est vraiment quelque chose que tu veux? La pièce tourne alors que j'essaie d'expliquer que rien de tout cela n'était mon idée. D'autres appels suivent. Des amis de la famille, des parents éloignés, tous confus, tous posant la même question. Pourquoi je fais de ma sœur une comariée? Chaque conversation est une nouvelle vague qui menace de me submerger. Jacques reste silencieux, mais sa présence est un roc. Il me regarde, non pas avec pitié, mais avec une colère froide et contrôlée dirigée vers mes parents. Il prend le classeur qu'ils ont laissé et le parcourt page par page. La calligraphie de ma mère est partout, raturant les noms des fournisseurs que nous avions choisis, ajoutant des notes en marge sur les préférences de Gisèle. Le menu que nous avions passé des heures à composer a été modifié pour inclure le plat préféré de Gisèle, celui auquel je suis allergique. La playlist du DJ a été annotée avec ses chansons favorites des années 90. C'est une prise de contrôle et totale, murmure Jacques. Ce n'est pas un ajustement, c'est un coup d'État. L'absurdité de la situation me frappe. Une comariée, une cérémonie des sœurs. C'était tellement ridicule que ça en devenait sinistre. Ce n'était pas une tentative maladroite de partager la vedette, c'était une tentative délibérée de l'effacer, de la diluer, de faire en sorte que mon jour ne soit pas le mien. Et le pire, c'était que tout le monde semblait prêt à accepter cette fiction. La famille, les amis, tous acceptaient le récit de ma mère sans poser de questions, me laissant seule face à ce tsunami. Jacques ferme le classeur d'un coup sec. « Très bien, dit-il. Plan B.
Il se lève et commence à faire les 100 pas. On change de lieu. On change de date. On s'enfuit à la mairie tous les deux. Je le regarde, le cœur serré de gratitude. Mais une nouvelle détermination se forme en moi. Non, dis-je. On ne fuit pas. On ne change rien. On reprend ce qui nous appartient. C'est mon mariage. C'est notre mariage. Et personne, pas même ma propre famille, ne va me le voler. La bataille ne faisait que commencer, mais pour la première fois, je ne me sentais plus seule pour la mener. Quand je confronte ma mère au téléphone, sa voix suinte le martyre bien rodé. Tu as toujours été la plus forte, Hélène. Gisèle a besoin de ça. Elle est si déprimée depuis sa rupture de l'année dernière. La voix de mon père intervient sur la deuxième ligne. Nous payons la moitié de ce mariage. Nous avons notre mot à dire sur la façon dont il se déroule. Plus d'appels, plus de pression. Oncle Robert suggérant que je devrais être la plus magnanime. Cousine Samantha se demandant si je ne suis pas égoïste. Chaque conversation me donne l'impression que l'eau monte autour de mon cou. Seule tante Marthe me dit la vérité lorsqu'elle passe me voir le lendemain. Sa voix est basse alors qu'elle jette un coup d'œil vers la porte. Il planifie. En ça depuis que tu as annoncé tes fiançailles. Ta mère a commandé la robe de Gisèle la même semaine que toi. Je presse mes mains contre le comptoir de notre cuisine, sentant le granit frais m'ancrer. Comment le sais-tu? Je les ai entendus à Noël. Ta mère a dit qu'il serait plus facile de demander pardon que la permission. Marthe me serre le bras. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'avais peur de causer des problèmes. Les problèmes étaient déjà là, tante Marthe. Ils couvaient sous la surface depuis des années. Son aveu, bien que tardif, est une bouée de sauvetage. Ce n'est pas moi qui suis folle. Ce n'est pas moi qui imagine des choses. C'est réel. C'est prémédité. Le soir même, je rends visite à Mamine Rose dans sa résidence pour seniors. Les peintes dorées. Contrairement à la maison tentaculaire de mes parents, son petit appartement ressemble à un sanctuaire. Des odeurs de cannelle et de vieux livres flottent dans l'air. Est ta journée, Hélène, dit-elle, ses doigts arthritiques recouvrant les miens. À personne d'autre. Pas à ta sœur. Pas à ta mère. En rentrant chez moi, Jacques a ouvert des feuilles de calcul sur notre ordinateur portable. On peut le payer nous-mêmes, dit-il sans lever les yeux. J'ai fait les calculs de 3 manières différentes. On peut s'en sortir. Il a même calculé le coût d'une annulation de dernière minute et d'une nouvelle réservation dans un autre lieu, juste au cas où. La vision de ces chiffres, de ces plans concrets, me procure un sentiment de puissance. Ce n'est plus leur argent, leur pouvoir de décision. Nous pouvons leur retirer cette arme. Sarah, ma témoin, arrive avec une bouteille de vin et son bloc-notes juridique. Je documente tout, annonce-t-elle en tournant une page pour montrer une chronologie détaillée de chaque violation de mes limites, au cas où les choses tourneraient mal. Elle a noté les dates, les heures, les citations exactes. C'est peut-être excessif, dit-elle. Mais si jamais ils essaient de te faire passer pour instable, nous aurons les faits. Mon téléphone sonne à nouveau. Ma patronne cette fois. Je suis sur le point de laisser répondre le répondeur, mais quelque chose me pousse à décrocher. Hélène, dit-elle, sa voix inhabituellement douce. Un de nos clients a mentionné votre double mariage. Voulez-vous me dire ce qui se passe? Je lui explique en phrases hachées, m'attendant à une préoccupation professionnelle sur la façon dont cela pourrait affecter nos relations commerciales. Au lieu de cela, elle me surprend. Votre sœur nous a coûté la campagne du sénateur Dubois, dit-elle sans détour. Ne la laissez pas vous coûter votre mariage aussi. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, dis-je à Jacques et Sarah cette nuit-là, après le départ de ma témoin. Jacques me serre dans ses bras. Tu ne seras jamais seule face à eux. Plus jamais. Sarah, H m'a laissé son bloc-notes. En le lisant, je vois ma vie des derniers mois étalée en faits bruts et froids. L'incident de la robe. Le classeur de mariage.
Les emails? La publication Instagram? Chaque appel téléphonique manipulatoire. Vu de l'extérieur, c'était un schéma clair de harcèlement et de sabotage émotionnel. Et au milieu de tout cela, il y avait la force tranquille de Jacques, la loyauté féroce de Sarah, la sagesse de ma grand-mère. Mon armée se rassemblait. La peur qui m'avait paralysée commençait à se dissiper, remplacée par une colère froide et déterminée. Ce soir-là, mes parents livrent leur ultimatum par SMS. Inclus Gisèle comme comariée, ou tu perds notre soutien financier. N'oublie pas qui paie pour les soins de ma mine et comment la réputation familiale affecte ta position professionnelle. Le message est un chef-d'œuvre de chantage émotionnel. Mais ils ont fait une erreur. Ils ont sous-estimé les alliés que j'avais rassemblés. Et ils ont sous-estimé la femme qu'ils avaient poussée à bout. Je me tiens à la fenêtre de notre chambre, regardant les lumières de la ville en contrebas. Jacques m'enlace par derrière. Il ne s'agit plus seulement d'une robe, je murmure. Il s'agit de toute ma vie. Il s'agit de reprendre le contrôle du récit, un récit qu'ils ont écrit pour moi pendant 27 ans. Et je suis enfin prête à prendre la plume. 2 jours après avoir trouvé les messages, l'écran de mon téléphone s'illumine avec une nouvelle notification. Le visage en larmes de Gisèle remplit l'écran pendant le journal matinal local. Tout ce que je voulais, c'était partager le jour spécial de ma sœur. Le présentateur hoche la tête avec sympathie. Et elle a refusé de vous laisser porter la robe? Elle a menacé d'annuler tout le mariage. Sanglote Gisèle, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Après tout ce que notre famille a fait pour elle? Je cèle. Ah, que ma tasse de café si fort sur le comptoir de la cuisine, que du liquide éclabousse partout. Le présentateur de l'émission matinale ne mentionne pas comment Gisèle a essayé ma robe sans ma permission, comment elle a emprunté et ruiné mes affaires pendant 27 ans, ou comment ce mariage est censé être celui de Jacques et moi, pas le sien. En quelques heures, le hashtag « Partage avec ta sœur » devient une tendance sur les réseaux sociaux locaux. Ma cousine Denise m'envoie un texto. Est-ce vraiment si grave? La famille devrait passer en premier. Mon téléphone sonne. Tante Carole, qui ne m'a pas appelée depuis 3 ans. Hélène, je ne t'ai pas élevée comme ça. Ta mère a le cœur brisé. Je serre le téléphone plus fort. Est-ce que maman a mentionné qu'elle a essayé de faire de Gisèle une comariée? Ne sois pas dramatique. Elle veut juste que ses 2 filles brillent. La sonnette retentit. Un livreur me tend une pile de lettres de la congrégation de l'église de mes parents. L'enveloppe du dessus, déjà ouverte, contient une note manuscrite. Honore ton père et ta mère. Je jette la pile dans le bac de recyclage. C'est une attaque coordonnée, une campagne de relations publiques menée par ma propre mère. Elle a transformé un conflit familial privé en un spectacle public, me peignant comme la méchante égoïste et Gisèle comme la victime innocente. Elle sait exactement quel bouton pousser, quelle corde sensible toucher au sein de notre communauté très soudée. Lundi matin au studio, j'arrange des tenues pour Valérie Torres, une influenceuse avec 2 millions d'abonnés. Ma concentration se fracture à chaque vibration de mon téléphone. 12 textos de maman, 7 de papa, 23 de Gisèle. Les messages vont de la supplication larmoyante « Tu nous brises le cœur » à la menace à peine voilée. Tu vas regretter d'avoir fait honte à cette famille. Est-ce que tout va bien? Demande Valérie, étudiant mon visage alors que j'ajuste son col. Vous semblez distraite. Tout va bien. Je mens, épinglant l'ourlet de sa robe. J'ai vu ce reportage avec votre sœur, dit Valérie en inclinant la tête. Un drame de mariage, n'est-ce pas? Mes abonnés en parlent? Mes mains se figent au milieu d'une épingle. Ma vie privée, mon espace professionnel. Les frontières s'estompent comme des aquarelles sous la pluie. C'est compliqué,
je parviens à dire. Après le départ de Valérie, Diane, ma patronne, m'appelle dans son bureau. Le segment de l'émission matinale tourne en silence sur l'écran de son ordinateur. Cela doit rester en dehors du studio, dit-elle en désignant la vidéo. Les clients viennent nous voir pour la perfection, pas pour des feuilletons familiaux. Reprenez-vous ou prenez un congé. J'acquiesce, la gorge serrée. Ce ne sera pas un problème. Je rentre chez moi ce soir-là, me sentant battue et exposée. Ils ont réussi à m'isoler, à faire en sorte que même mon lieu de travail ne soit plus un refuge. Je m'assois sur le canapé dans le noir, le silence de l'appartement semblant amplifier le bruit dans ma tête. Jacques rentre et me trouve là, immobile. Il ne dit rien, s'assoit simplement à côté de moi et prend ma main. Son silence est plus réconfortant que n'importe quel mot. Il comprend que je n'ai pas besoin de conseils ou de solutions, juste d'une présence. Après un long moment, je parle, ma voix rauque. Ils m'ont attaqué sur tous les fronts. Famille, amis, travail. Ils essaient de me faire plier en me faisant honte publiquement. Jacques serre ma main. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas te battre en privé. C'est un acte de désespoir, Hélène. Ils ont sorti leur plus grosse arme parce qu'ils ont peur. Peur? L'idée semble étrange, mais en y réfléchissant, je réalise qu'il a raison. Ils ont peur de perdre le contrôle, peur que je ne sois plus la personne accommodante qu'ils ont toujours connue. Ma rébellion n'est pas seulement un défi à leur autorité sur ce mariage, c'est un défi à toute la dynamique familiale. Et ça les terrifie. Cette prise de conscience est comme une flamme qui se rallume en moi. Ils ont peut-être gagné la bataille des relations publiques pour l'instant, mais la guerre est loin d'être terminée. Et maintenant, je sais où frapper. Mardi soir, je conduis jusqu'à la petite maison de Mamine Rose à la campagne, à 1 heure de la ville. L'odeur familière de cannelle et de vieux livres m'enveloppe dès que j'entre. Ces murs sont couverts de photos de famille, s'étalant sur des décennies, y compris une de ma mère et de sa sœur à un mariage, toutes deux souriant de manière forcée. Mamine Rose me guide vers son canapé fleuri usé. Les larmes viennent sans prévenir. Ils font de moi la méchante. Gisèle est pas... C'est à la télévision. La paroisse a envoyé des lettres. Ma patronne a menacé mon travail. Elle me tient la main, sa peau fine comme du papier, mais sa poigne étonnamment forte. Ta mère a fait la même chose à sa sœur. Je lève les yeux, surprise. Quoi? Au mariage de Louise. Ta mère portait du blanc, a insisté pour se tenir à côté de la mariée sur les photos, a exigé des fleurs assorties. Quand Louise s'est opposée, ton grand-père a pris le parti de ta mère. Elle soupire. Elles ne se sont pas parlé depuis 30 ans. Je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Certains schémas doivent être brisés, ma chère. Quelqu'un doit être assez courageux pour le faire. Elle serre mes doigts. Et tu as toujours été la plus forte? Mamine Rose se lève lentement, ses genoux craquants. J'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Elle me conduit dans sa chambre, où un coffre en cèdre se trouve au pied de son lit. Les charnières protestent, alors qu'elle soulève le couvercle. À l'intérieur, sous une couverture au crochet, se trouve une pile de documents juridiques. Qu'est-ce que c'est? Je demande, prenant le dossier qu'elle me tend. Regarde d'abord l'acte de propriété de la maison. Je parcours le document, mes yeux s'arrêtant sur mon propre nom à côté du sien. Je suis copropriétaire de ta maison? Elle hoche la tête. Depuis ton 25e anniversaire. J'ai créé une société civile immobilière. C'est plus simple pour la succession et ça te protège. Le document suivant est un contrat d'assurance vie. Mon nom apparaît en bonne place comme principal bénéficiaire et celui de Jacques en second. Enfin, elle me tend une copie de son testament. Je suis nommée exécutrice testamentaire. Mamine, je ne comprends pas.
Je regarde ça depuis des années, dit-elle simplement. Tes parents ont toujours permis à Gisèle de prendre ce qui t'appartient. Je voulais m'assurer qu'ils ne pourraient pas tout prendre. Le poids de ce qu'elle me dit s'installe sur mes épaules. Tu m'as protégée pendant tout ce temps. Maintenant, tu peux te protéger toi-même. Le lendemain matin, je rencontre Amélie, une organisatrice de mariage qui n'appartient pas au cercle social de ma mère. Les murs de son bureau affichent des photos de célébrations uniques, aucune ne montrant des sœurs en robes assorties. « Dites-moi ce que vous voulez », dit-elle en insistant sur le mot « vous ». Pour la première fois depuis mes fiançailles, quelqu'un me demande ce que je veux au lieu de me dire ce que je devrais accepter. De la sécurité, dis-je immédiatement. Des gens qui feront respecter la liste des invités et empêcheront certains membres de la famille de perturber les choses. Amélie ne scie pas. Nous pouvons organiser ça. J'ai des contacts avec d'anciens gendarmes qui font ça. Discret et efficace. Cet après-midi-là, Marc, le colocataire de Jacques à l'université, maintenant consultant en sécurité informatique, m'aide à changer tous les mots de passe liés à notre mariage. Compte des fournisseurs, réservation du lieu, portail du photographe. Ta famille ne pourra plus faire de changements non autorisés, promet-il en tapant rapidement. J'ai ajouté une authentification à 2 facteurs pour tout. J'appelle directement le lieu de réception, parlant avec le directeur plutôt qu'avec la coordinatrice que ma mère avait amadouée. Je suis la mariée, la seule mariée. Je clarifie. Toute modification doit venir directement de moi ou de mon fiancé, sans exception. Compris, mademoiselle Carter. Nous allons mettre nos dossiers à jour immédiatement. La satisfaction de reprendre le contrôle de mon mariage se répand en moi comme une chaleur après l'hiver. Je transfère des fonds de mon compte d'épargne pour couvrir la part de mes parents dans les frais. L'email de confirmation arrive avec une finalité qui ressemble à la liberté. Cette nuit-là, je dors dans notre appartement avec mon téléphone éteint. Pas de texto exigeant des explications. Pas d'appel rempli de culpabilité. Pas de notification de réseaux sociaux sur la loyauté familiale. Jacques me trouve sur le balcon le lendemain matin, regardant le lever du soleil avec une tasse de café. « Tu as l'air différente ?» dit-il en me rejoignant. Je me sens différente. Pour la première fois depuis des semaines, mes épaules ne portent plus cette tension familière. Le nœud dans mon estomac s'est desserré. J'ai passé ma vie à essayer de maintenir la paix en cédant des morceaux de moi-même. Maintenant, je rassemble ces morceaux, une frontière à la fois. Certains pourraient appeler ça de l'égoïsme, j'appelle ça de la survie. Plus tard dans la semaine, après avoir vérifié minutieusement chaque partie du plan, j'appelle mes parents. Je leur propose un dîner. Il est temps de commencer. C'est la partie la plus difficile, mais la plus nécessaire. Je ne peux plus me cacher. Je dois leur faire face, mais cette fois, ce sera selon mes règles. Vous aviez raison, dis-je à ma mère en la regardant se détendre, alors qu'elle me sert une autre portion de bœuf bourguignon. La famille devrait passer en premier. La salle à manger tombe dans un silence stupéfait. La fourchette de papa s'arrête à mi-chemin de sa bouche. Gisèle, assise en face de moi, plisse les yeux de suspicion avant qu'un lent sourire ne s'étende sur son visage. « Je savais que tu finirais par comprendre », dit maman en me tapotant la main. Le diamant de son alliance capte la lumière, me rappelant les boucles d'oreilles de Mamine Rose. « Nous voulons tous que ton mariage soit parfait. »« Pour tout le monde », ajoute papa d'un ton sentencieux, en attrapant son verre de vin. J'acquiesce, ravalant le goût amer dans ma bouche. En fait, je pensais que Gisèle pourrait vouloir essayer la robe de réception. Une fois de plus, pour des mesures correctes. Gisèle manque de renverser son verre d'eau. Vraiment ? Vraiment, je confirme en sortant mon téléphone de mon sac. On pourrait peut-être prendre quelques photos pour l'album souvenir ? Plus tard, alors que Gisèle tournoie dans ma chambre, je prends photo
après photo. Le satin ivoire flotte autour de ses chevilles alors qu'elle pose de manière dramatique à côté de ma coiffeuse. Maman plane à proximité, son sourire triomphant. Les boucles d'oreilles pendent aux oreilles de Gisèle, captant une lumière prismatique à chaque mouvement. Ces photos seront précieuses pour toujours, dit maman en me serrant le bras. Je souris, prenant un dernier cliché. Oui, elles le seront. Pendant qu'elles discutent des options de chaussures, je me glisse dans le couloir, le pouce se déplaçant rapidement sur l'écran de mon téléphone. L'email, soigneusement rédigé, s'envoie avec un léger sifflement. Ma poitrine se dessert. Pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain matin, ma publication sur les réseaux sociaux est mise en ligne à 8 heures précises, au moment où papa commence sa journée de travail et où maman consulte ses comptes devant son café. Une mariée mérite le respect, dit la légende. En dessous, une galerie se déploie. Mes escarpins de créateur avant que Gisèle ne les emprunte, puis après, éraflés au-delà de toute réparation. Mon sac à main vintage, autrefois impeccable, maintenant taché de maquillage. Mon pull en cachemire, étiré jusqu'à devenir méconnaissable. Et enfin, une série de photos de la veille. Gisèle portant ma robe de réception de mariage et les boucles d'oreilles de ma grand-mère. La dernière photo est un gros plan d'elle, souriant triomphalement, avec la légende. Certaines choses ne sont pas censées être partagées, surtout quand elles ne vous ont jamais appartenu. Une mariée passe une proie. Les commentaires affèlent, huant immédiatement. Mes collègues professionnels se rallient avec des messages de soutien et un hashtag qui commence à devenir tendance avant midi. Mon téléphone se met à vibrer sans arrêt. Je le mets en silencieux et le glisse dans le tiroir de mon bureau au travail. Ma patronne passe, jetant un coup d'œil à l'écran de mon ordinateur, où la publication continue de prendre de l'ampleur. « Il était temps », dit-elle simplement, et s'éloigne. À l'heure du déjeuner, 3 fournisseurs de mariage ont publiquement confirmé qu'ils ne prendraient d'instruction que de la vraie mariée, Hélène Carter. Ma mère a appelé 17 fois. J'envoie chaque appel vers la messagerie vocale. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande Jacques lorsque j'arrive à la banque cet après-midi-là. Sa voix ne contient aucun jugement, seulement de la curiosité. Je reprends ce qui est à moi, je réponds en lui serrant la main avant de m'approcher du bureau du directeur de la banque. J. Étale les documents sur la surface polie. Copie de reçu, registre de virement, confirmation par email, preuve de chaque euro que j'ai contribué à notre fonds de mariage, que mes parents contrôlaient commodément. Ces paiements ont été effectués sous de faux prétextes. J'explique calmement. J'aimerais qu'ils soient remboursés sur ce compte à la place. Le directeur examine les documents, hochant lentement la tête. Tout semble en ordre, mademoiselle Carter. Jacques observe en silence, étonné, pendant que le directeur traite les virements. 20 minutes plus tard, nous sortons, le levier financier de mes parents éliminé. Ils ne peuvent plus menacer de retenir des fonds qu'ils ne contrôlent plus. Je laisse un bref message sur le répondeur de mes parents. J'ai réglé les paiements. Le mariage se déroulera comme Jacques et moi l'avons prévu. La disparition de la robe est mon dernier coup. Je connais l'emploi du temps de Gisèle par cœur. Ayant 7 ans à m'adapter à elle ont leurs avantages. Pendant qu'elle est à son rendez-vous chez le coiffeur, je vide mon placard de tout ce qui concerne le mariage. Mon téléphone vibre avec le nom de Gisèle 30 minutes plus tard. Où est-elle? Sa voix tremble de rage. Maman et papa sont furieux. J'imagine qu'ils le sont. Je plie soigneusement la robe ivoire dans une boîte sans acide chez ma grand-mère, à des kilomètres des mains indiscrètes. « Tu ne peux pas faire ça !» hurle Gisèle. « Cette robe m'allait mieux de toute façon. Certaines choses ne sont pas censées être partagées. » Je place les boucles d'oreilles de Mamine Rose dans leur écrin de velours à côté de la robe. Surtout quand elles n'ont jamais été à toi pour commencer.
Je termine l'appel au milieu de ces protestations, éteignant complètement mon téléphone. Ma grand-mère observe depuis son fauteuil, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. « Ils vont être furieux !» dit-elle, sans paraître troublée par la perspective. « Qu'ils le soient. » Je ferme le couvercle de la boîte, passant mes doigts sur la surface lisse. Ils ont contrôlé mon histoire pendant 27 ans. Le mariage est à moi. Ma grand-mère hoche la tête, attrapant ma main. Et toi aussi? Enfin, tu t'appartiens. Le jour du mariage, j'arrive au lieu de réception 3 heures avant la cérémonie et je trouve le chaos déjà en place. À travers les portes vitrées, j'aperçois maman qui gesticule de manière dramatique devant la coordinatrice du lieu, tandis que papa agite ce qui ressemble à notre contrat en l'air. Gisèle se tient légèrement derrière eux, drapée dans une robe blanche étrangement similaire à ma robe de mariée. Nous avions un accord sur la cérémonie des sœurs, insiste maman, sa voix portant à travers le hall en marbre. C'est une tradition familiale. La coordinatrice du lieu a l'air déconcertée. Madame, il n'y a rien dans nos dossiers concernant 2 mariés. C'est un accord verbal, fanfaronne papa. Nous pourrions engager une action en justice pour rupture de contrat. Je serre plus fort la main de Jacques alors que nous observons à travers la fenêtre. Ses colocataires d'université, notre équipe de sécurité improvisée, se tiennent à des points stratégiques autour de l'entrée, l'air à la fois professionnel et inébranlable dans leur costume. « Prête ?» demande Jacques en me serrant les doigts. J'acquiesce. Plus que jamais. Quand nous entrons, le visage de maman pâlit. La bouche de Gisèle forme un O parfait de surprise. Ils ne m'attendaient pas avant 1 heure, leur laissant amplement le temps de réorganiser mon mariage. Mademoiselle Carter, la coordinatrice, se précipite, le soulagement se lisant sur son visage. « Peut-être pouvez-vous clarifier la situation ?» « Il n'y a pas de cérémonie des sœurs, » dis-je, assez fort pour que la petite foule d'employés l'entende. Mes parents et ma sœur sont confus. Je me tourne vers Marc, l'ancien ami rugbyman de Jacques, qui travaille maintenant à la sécurité. « S'il vous plaît, assurez-vous qu'ils restent dans la zone familiale désignée jusqu'à la cérémonie. Ils ne sont pas autorisés à apporter des modifications aux arrangements. » Le visage de papa devient cramoisi. « Tu ne peux pas… » « Je peux, » je l'interromps, ma voix ferme. Et je le fais. 2 heures plus tard, je suis dans la suite nuptiale avec Mamine Rose qui ajuste mon voile. Ma robe de mariée, la principale, pas la robe de réception que Gisèle a essayé de s'approprier, cascade autour de moi en vagues de dentelle délicates. « Tu es magnifique !» dit Mamine, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle fixe le voile avec une épingle en perles vintage. Forte. Sarah, ma témoin, revient d'une reconnaissance de l'espace de la cérémonie. « Tes parents ont reçu le message. Ils sont assis au premier rang avec l'air d'avoir avalé des citrons. » LS. Ourie. Et Gisèle essaie de rendre sa robe plus nuptiale en y ajoutant des fleurs des centres de table. Je devrais être nerveuse, mais un calme étrange s'est installé en moi. Allons-y. La musique du cortège s'élève alors que je prends le bras de Mamine. Nous avons planifié cela soigneusement, pas de père pour me conduire à l'hôtel. À la place, la femme qui m'a montré ce qu'est un vrai soutien me guide vers mon avenir. En entrant, j'entends la voix claire de la célébrante. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour être témoins de l'union d'Hélène et de Jacques seulement. Elle met un accent délibéré sur le dernier mot, faisant que plusieurs invités se tortillent mal à l'aise. Le sourire de maman a l'air cassant. Papa regarde droit devant lui. Gisèle tripote ses bijoux de pacotille, une piètre imitation des diamants de Mamine actuellement nichés dans le coffre-fort de ma suite. Je croise le regard de Jacques et ne le quitte plus. Son sourire dit « Et vient mon encre », alors que je passe devant la famille qui a essayé de voler même ce moment. Pendant que nous échangeons nos vœux, je sens une libération profonde.
Chaque mot que je prononce est une réclamation. Je ne promets pas seulement mon amour à Jacques, je me promets à moi-même de ne plus jamais me laisser diminuer. La cérémonie est belle, simple et entièrement nôtre. Les tentatives de ma famille pour la saboter n'ont fait que renforcer notre détermination à la rendre authentique. Quand nous sortons sous une pluie de pétales de lavande, je vois mes parents. Ma mère a les larmes aux yeux, mais ce ne sont pas des larmes de joie. C'est la frustration d'une metteuse en scène qui a perdu le contrôle de sa production. Mon père a une expression de fureur contenue. Gisèle, elle, semble juste, vide. Sa tentative de partager la vedette a échoué, la laissant dans une robe blanche qui n'est maintenant rien de plus qu'un costume de fête impé et trop voyant. Ils sont isolés dans leur colère, alors que nous sommes entourés par l'amour et le soutien de nos vrais amis et de la famille qui a choisi notre camp. La bataille est gagnée. Il ne reste plus qu'à profiter de la victoire. La réception commence avec une tension délicieuse, alors que j'émerge de la suite nuptiale dans ma robe de réception en satin ivoire, celle de l'embuscade. Les boucles d'oreilles en diamant de ma mine captent la lumière du lustre à chaque mouvement de ma tête. La symétrie est parfaite. Tu l'as récupérée, murmure ma mine en ajustant une boucle d'oreille. Tout, je confirme. Gisèle est assise à la table familiale, son expression oscillant entre l'indignation et le calcul. La colère de maman se manifeste par sa prise crispée sur sa coupe de champagne. Le photographe capture tout, immortalisant leur mécontentement aux côtés de ma joie. Quand vient le moment des discours, je me lève la première. À ceux qui nous soutiennent vraiment et respectent nos limites, dis-je en levant mon verre vers ma mine, puis Jacques, puis Sarah. La table familiale du premier rang est visiblement absente de mon geste. La fête se déroule parfaitement, jusqu'à ce que j'aperçoive Gisèle se diriger furtivement vers la cabine du DJ. Maman la suit de près, chuchotant avec insistance à l'organisatrice de mariage qui secoue fermement la tête. Toast spécial des sœurs. J'entends maman insister. C'est traditionnel. Avant que Gisèle ne puisse saisir le microphone, le témoin de Jacques l'intercepte avec une aisance consommée. La playlist de la mariée est assez spécifique, dit-il agréablement, l'éloignant. Je traverse la piste de danse, m'arrêtant juste en face de ma sœur. Pas aujourd'hui, je lui dis doucement. Et plus jamais. Ses yeux s'écarquillent. Pour une fois, elle semble comprendre que je suis sérieuse. 20 minutes plus tard, papa me coince près de la table du gâteau. Nous, devons parler. Maintenant. Je suis mes parents dans une petite pièce adjacente où maman fond immédiatement en larmes. Tu nous as humiliés devant tous nos amis, tout le village. Siffle papa. Tu regretteras cette démonstration publique. Maman tamponne ses yeux de manière dramatique. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Les sacrifices. Le soutien. Je les étudie tous les deux. Je les regarde vraiment, peut-être pour la première fois. Les larmes de maman qui apparaissent et disparaissent avec une précision stratégique. L'autorité de papa qui s'effrite lorsqu'elle est défiée. Merci, dis-je enfin. Ils ont l'air surpris. Pourquoi ? Demande maman avec méfiance. De m'avoir montré exactement qui vous êtes ? Je redresse les boucles d'oreilles de ma grand-mère. Maintenant, je sais exactement qui je dois être. Et papa s'avance. Si tu franchis cette porte, tu feras quoi ? Je demande. Tu me prendras ma voiture ? Mon héritage ? Ma robe de marre. Vous avez pris des morceaux de moi toute ma vie. Il ne vous reste plus rien à réclamer. J'ouvre la porte, m'arrêtant sur le seuil. Profitez du gâteau. J'ai choisi le chocolat parce que c'était le seul parfum que Gisèle déteste. La réception continue sans eux. Jacques me trouve sur la piste de danse, me serrant contre lui alors que nous nous balançons sur notre chanson. Par-dessus son épaule,
Je regarde ma grand-mère discuter joyeusement avec ses parents. Ses diamants captent la lumière à chaque rire. Certains bijoux ne sont pas seulement des décorations. Parfois, ce sont des armures. Plus tard dans la soirée, alors que la fête bat son plein, Sarah me prend à part. « J'ai entendu dire qu'ils sont partis », dit-elle, en désignant du menton la sortie vide. Sans dire au revoir. Une partie de moi aurait dû ressentir une pointe de tristesse, mais je ne ressens qu'un immense soulagement. C'est comme si un poids que je portais depuis des années venait enfin d'être soulevé de mes épaules. Nous coupons le gâteau au chocolat et je savoure chaque bouchée. Le goût riche et intense, symbolisant ma victoire douce amère. Les invités applaudissent et nous rions, et pour la première fois, je me sens complètement présente, complètement moi-même, dans un moment de pure joie non diluée. C'est un nouveau départ, non seulement pour mon mariage avec Jacques, mais pour ma relation avec moi-même. En quittant la réception sous une haie d'honneur de nos amis, je sais que la route à venir avec ma famille sera probablement inexistante ou, au mieux, difficile. Mais je sais aussi que j'ai la force de la parcourir, avec Jacques à mes côtés, et la sagesse de ma grand-mère dans mon cœur. La guerre était finie. La paix, ma paix, pouvait enfin commencer. 6 mois plus tard, je me tiens devant la baie vitrée de notre salon en Bretagne, regardant les feuilles d'automne tournoyer sur la pelouse. Roi région, et 800 kilomètres nous séparent maintenant de ma famille. La distance est comme de l'oxygène. « Un autre café ?» demande Jacques, traversant le parquet en chaussettes. « S'il te plaît. » J'accepte la tasse, inhalant l'arôme riche. Je pensais justement au calme qui règne ici. Pas de visites inattendues, pas de drame. Personne n'emprunte mes affaires. Jacques s'installe à côté de moi sur le banc de la fenêtre. « Ta mère a encore appelé hier ?»« Je sais. » J'enroule mes doigts autour de la céramique chaude. Je rappellerai la semaine prochaine. Selon mes conditions, avec mes limites en place. Et s'ils insistent ? Je hausse les épaules. Alors la conversation s'arrêtera. Ils apprennent maintenant que je tiens parole. Jacques m'embrasse sur la tempe. Je suis fière de toi. Je peux respirer ici. Je murmure. La simple vérité de cette phrase est encore étonnante. La vieille voiture de Mamine se gare dans notre allée plus tard cet après-midi. Son DEM, aménagement dans la résidence pour seniors à 10 minutes de chez nous, a été la meilleure décision que nous ayons prise après le mariage. Elle s'installe à notre table de cuisine pendant que je prépare le thé. Son arthrite a empiré, mais ses yeux sont toujours aussi vifs. « J'ai tout finalisé avec le notaire », dit-elle en faisant glisser un dossier sur la table. « Tu es maintenant l'exécutrice testamentaire et la principale bénéficiaire de mon assurance vie. » Les papiers se brouillent sous mes yeux soudainement humides. « Mamine, tu n'es pas obligée. Tu es la seule à les avoir vus pour ce qu'ils étaient. » Sa main ridée recouvre la mienne. « Cette famille a un schéma. Regarde. » Elle ouvre un album photo que je n'avais jamais vu auparavant. Des photos de ma mère enfant, s'effaçant toujours pour sa sœur. Ma grand-mère, jeune et résignée, abandonnant ses rêves aux exigences de son frère. 4 générations de paillassons, dit-elle avec une franchise surprenante. Jusqu'à toi. 2 semaines plus tard, je suis dans mon nouveau studio de stylisme en centre-ville, arrangeant sur le comptoir de la réception le magazine qui présente mon look du jour de mon mariage. Mon téléphone vibre avec la réservation d'une nouvelle cliente, une actrice de télévision dont la publication Instagram sur mon style de mariée qui fixe ses limites a attiré un afflux d'affaires. Ce qui rendrait ce moment parfait, c'est de savoir que Gisèle a vu le dernier numéro de Style trimestriel, où son influenceuse préférée porte ma collection d'accessoires signature. Un sourire satisfait s'étale sur mon visage alors que j'arrange la vitrine. Créer, pas s'accommoder. Construire, pas se rendre.
Le colis arrive un mardi. Pas d'adresse de retour, mais je reconnais l'écriture de ma mère. À l'intérieur se trouve mon journal intime d'enfance, sa couverture violette délavée. Je feuillette les pages remplies de mon écriture adolescente, documentant chaque objet emprunté qui n'est jamais revenu. Une note tombe d'entre les pages. Peut-être aurions-nous dû écouter. Pas des excuses, mais une reconnaissance. C'est quelque chose. Je place le journal sur une étagère, visible mais pas centrale. Un chapitre clos, pas oublié. Des semaines plus tard, le premier dimanche de l'Avent arrive avec une odeur de romarin et de chaleur. Notre table à manger s'agrandit pour accueillir Mamine et les amis qui nous ont soutenus. Sarah arrange les fleurs pendant que Jacques découpe la dinde. Mon téléphone sonne dans le bureau. Le numéro de mes parents. « Tu dois répondre ?» demande Mamine, sachant exactement qui appelle. Demain, je décide en retournant à table. Aujourd'hui, c'est pour la joie. Nous levons nos verres alors que Jacques porte un toast. À la famille choisie et à la paix durement gagnée. Je regarde ces gens qui aiment sans condition, qui soutiennent sans manipulation, et je ressens la justesse de ce moment. Certaines choses valent la peine d'être gardées. Certaines choses valent la peine d'être partagées. Et certaines choses, comme le respect de soi, ne devraient jamais être cédées. Alors que nous rions et nous passons les plats, je me demande quelles histoires d'autres pourraient n'avoir partagées sur le fait de tracer leurs propres lignes dans le sable. Qu'est-ce qui leur a finalement donné le courage de dire « assez » ? Peut-être que leurs parcours font écho au mien. Le téléphone arrête de sonner. Demain sera bien assez tôt. Pour la première fois de ma vie, l'avenir ne ressemble pas à un champ de mine de compromis, mais à une toile vierge. Et c'est moi qui tiens les pinceaux.